Alors moi je vais faire la partie la plus facile, c'est-à-dire que je vais simplement vous dire un peu à quoi nous servons, pourquoi nous existons, et vous présenter un peu la structure. Et Sophie Lelièvre, donc, qui est chargée de mission, en charge plus particulièrement de la politique foncière du syndicat et puis de l'animation Natura 2000, vous exprimera un peu le travail que nous avons réalisé jusqu'à maintenant pour essayer de préserver ces bords de Sorgues qui en ont bien besoin. Alors qu'est-ce que le syndicat ? Donc il faut savoir très rapidement, avant il y avait 4 syndicats sur la plaine des Sorgues, historiquement, puisqu'il y avait un syndicat aval qui s'était créé, puis après un syndicat amont, et puis il y a un vieil ouvrage qui date du Xe siècle qui s'appelle le canal de Vaucluse, pour lequel il a fallu créer aussi une structure intercommunale. Et progressivement, grâce à la motivation des élus de Laval, l'amont s'est dit nous aussi on va se regrouper. Et puis depuis donc le 1er janvier 2014, avec le syndicat mixte de bassin, on a fusionné tout le monde au sein d'une seule et même entité. Donc nous avons anticipé la GMAPI et nous sommes prêts à démarrer. Donc actuellement 18 communes, 140 000, un peu plus de 140 000 habitants. Donc un bassin plutôt urbain. Avec déjà des intercommunalités qui adhèrent. Donc communauté du Grand Avignon sont les communes en gris-bleu. La communauté de communes Pays des Sorgues Mont-de-Vaucluse, communauté de communes Pays Renouvez sur la partie aval, et puis des communes qui adhèrent pour l'instant en tant que telles, Monteux, Altin-Perne et puis Lagnes. Alors pourquoi gérer la Sorgue ? Ce qui avait prévalu à la création du syndicat, c'était la problématique du chancre coloré des platanes. Donc une maladie qui s'est abattue dans les années 85 et qui a nécessité en fait l'abattage de tous les platanes des bords de Sorgue. Donc c'était à peu près entre 4 et 5 000 platanes par an pendant 15-20 ans qui ont été coupés, puisqu'il y avait un platane tous les 10 mètres sur l'ensemble du réseau des Sorgues. Et puis maintenant, donc, on gère le post-platane, à savoir la reconstitution naturelle d'une ripisylve de qualité diversifiée, donc ce qui nous oblige à modifier nos politiques d'entretien et de gestion. Et donc le syndicat est là aussi pour gérer maintenant tout ce qui est problématique d'embâcle et d'entretien courant. Alors on parle du réseau des Sorgues, puisque la Sorgue est une rivière artificielle. Il y a 22 bras de Sorgue et chaque bras en fait est dérivé d'un bras principal. Donc nous avons plus d'une centaine d'ouvrages, dont certains sont très très anciens. Je vous parlais d'ouvrages du Xe siècle. Et ces ouvrages, ils commencent à être fatigués, donc il faut qu'on les surveille. Il faut que de temps en temps on leur fasse un petit coup de jeunesse. Puisque si on a un de ces ouvrages qui disparaît, c'est un bras entier de Sorgue qui disparaît. Le syndicat est là aussi pour essayer de gérer le risque inondation, de réduire ce risque, avec notamment une partie endiguée sur laquelle on a la problématique du ragondin. Donc nous piégeons le ragondin pour éviter qu'il mine les digues. En cas de montée des eaux, ça évite qu'elles explosent. Notre vieil ouvrage, Canal de Vaucluse, alors qui lui était destiné initialement à faire, donc c'est un ouvrage qui prend de l'eau de la Sorgue au Thor, et ensuite qui se divise en deux parties, qui va, pour ceux qui connaissent Avignon, c'est cet ouvrage qui emmène l'eau à l'avenue des Teinturiers, où vous avez les fameuses roues à aubes, la rue touristique d'Avignon, c'est l'eau de la Sorgue. Donc ouvrage qui servait essentiellement avant à des moulins à papier, des moulins à farine, et qui en fait est situé à Fleur de Coteau. Et avec l'urbanisation galopante de ces dernières années, maintenant nous sommes obligés, que nous sommes en alerte orange, nous sommes obligés de vider le canal pour le rendre disponible pour évacuer les eaux pluviales. Donc une gestion particulière avec un certain nombre d'ouvrages. La Sorgue est aussi, est toujours
une zone très propice. Donc, ce que je disais, hein, post-platane, hein, une ripisylve qui s'est reconstituée, alors qu'avant on avait un platane et puis rien au sol, avec une diversité faune, flore, et puis un secteur un peu particulier qui est sur Entraigues, le secteur des Rochières, qui est une prairie humide classée Natura 2000, ainsi que tous les bords de Sorgue d'ailleurs. Alors le syndicat, il permet aussi, à travers ses différentes commissions et puis les démarches qu'il anime, hein, je parlais de Natura 2000, contrat de rivière, donc ça permet de faire rencontrer les différents usagers, d'éviter que des conflits ne germent et de trouver éventuellement des solutions. Et puis un gros programme porté par le syndicat d'animation et d'animation scolaire. Il ne faut pas que je parle de pédagogie, pardon, ça c'est éducation nationale. Donc nous faisons de l'éducation à l'environnement auprès des scolaires, et puis un petit peu auprès du grand public. Et enfin, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous essayons de nous investir de plus en plus auprès des communes pour les conseiller et surtout leur transmettre de la connaissance, parce que je pense que c'est beaucoup par manque de connaissances qu'on fait des erreurs. Donc on essaye de pallier à ces erreurs en intervenant dans les documents d'urbanisme. Voilà, je laisse la parole à Sophie pour la suite. Bonjour. Alors, donc, sur la thématique d'accompagnement des démarches de planification urbaine pour le bassin des Sorgues, alors on va être vraiment sur des thématiques plus espace naturel là, hein, dans les enjeux. Donc, j'ai une première diapo pour resituer un petit peu le contexte. Alors, donc, en fait, la Sorgue, c'est une rivière à l'envers, puisque c'est une ex-urgence. Donc il y a un bras principal et comme disait Laurent, ensuite toute une série de bras secondaires. Et là, en rouge, c'est le canal de Vaucluse, la branche qui se verse dans l'Ouvèze et celle qui va jusqu'à Avignon, voilà, rue des Teinturiers. Donc une exurgence qui vient en fait d'un karst, donc il y a tout le karst des plateaux de Vaucluse. Voilà, donc on a une rivière un petit peu particulière qui vient donc d'une exurgence qui fonctionne un petit peu à l'envers et jusqu'à l'île sur la Sorgue en fait il y a un petit peu de pente, ce qui fait qu'on avait un bras principal. Ensuite c'est plutôt une plaine marécageuse à l'origine et donc il y a eu tous ces ouvrages qui ont permis de drainer et de constituer des cours d'eau anthropiques. Donc on a donc dans ce contexte on a des crues qui sont lentes. Alors évidemment il y a l'effet tampon du karst, la faible pente. Donc du coup on va avoir en termes d'inondation, d'inondabilité, on va plutôt avoir des crues lentes, éventuellement par remontée de nappe, un petit peu par débordement. Et là récemment avec l'urbanisation galopante, on a plus des problèmes d'inondation qui sont liés au pluvial, comme Laurent parlait tout à l'heure par rapport au canal de Vaucluse. Après, ce qui est très particulier aussi sur cette rivière, c'est qu'elle traverse le centre-ville de 4 communes. 1, 2, 3. Oui, surtout 4 communes, on va dire pour les Sorgues principales, puis après il y a le canal de Vaucluse. Voilà, donc on a, en termes d'urbanisme, on va avoir aussi à gérer des histoires de cours d'eau en pleine ville. Donc deux configurations. On a plutôt une rivière avec des espaces naturels ici, là sur les Sorgues en bleu, et une rivière, on va dire, dans un contexte un petit peu plus urbain au niveau du canal de Vaucluse. Et donc là, j'ai pas rajouté d'autres diapos, mais effectivement, tous les bras de Sorgues, sauf le canal Vaucluse, sont en site Natura 2000. Également dans le zonage des zones humides de l'inventaire départemental de Vaucluse. Alors, autres éléments de contexte, c'est que les Sorgues, c'est rivières non domaniales, c'est-à-dire que chaque propriétaire est propriétaire, donc jusqu'à sa limite de propriété, jusqu'au milieu du lit de la rivière, et donc on a des contextes un petit peu morcelés de foncier sur la plaine des Sorgues. Alors, troisième élément de contexte, c'est un bassin versant soumis à un fort développement urbain. Le SRCE PACA parle de secteur de confluence soumis à une pression foncière exponentielle. Bon, là, c'est pas une image du SRCE, mais c'était pour
illustrer un petit peu les phénomènes d'artificialisation. Donc en rouge, évidemment, c'est les progressions de l'urbanisation. Donc, dans ce contexte, nous avons développé une stratégie de maîtrise foncière. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que aussi bien les outils Natura 2000, donc Natura 2000, ça date de 98, on a commencé à travailler dessus en 2002, et à peu près en 2011, on s'est rendu compte que de toute façon, que ce soit les outils Natura 2000 ou même les outils de contrat de rivière, ils étaient insuffisants pour vraiment avoir une préservation de la fonctionnalité de l'hydrosystème des Sorgues dans ce contexte périurbain. Et du coup, il a été décidé donc, par les élus du syndicat des Sorgues de mettre en place une stratégie de maîtrise foncière avec 2 axes. Le premier, c'est l'accompagnement des démarches de planification urbaine, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et le deuxième, qui est aussi très important, c'est la surveillance et c'est l'action foncière en fait. Donc là, on bénéficie en fait d'une convention dans le cadre d'un partenariat agence de l'eau SAFER. Et donc il y a une surveillance en fait des mutations foncières qui sont faites quand il y a une déclaration d'intention d'aliéner qui sort chez les notaires. On est informé et du coup la SAFER peut nous mettre à disposition son droit de préemption et donc on peut préempter pour raison environnementale des parcelles sur le même périmètre à peu près, toujours bord de Sorgue, plus les zones de prairie. Voilà, donc je vais vous parler là du coup de l'axe 1 qui est l'accompagnement des démarches de planification urbaine. Alors dans cet axe 1, on a eu 2 phases. La réalisation d'une étude donc, qui a été confiée à un cabinet d'urbanisme, c'est un groupement urbanisme et environnement. Donc l'étude s'appelle Analyse des dispositions du Code de l'urbanisme pertinentes pour gérer et préserver les bords de Sorgue. 2011-2012, cette étude. Et la deuxième thématique, c'est la participation à la concertation, au conseil et à la rédaction d'avis sur les documents d'urbanisme. Alors, en ce qui concerne la première phase de l'axe 1, l'analyse des dispositions réglementaires du Code de l'urbanisme pertinentes pour préserver les bords de Sorgue. Donc je vous le disais, ça a été réalisé par un groupement de BET, Urbanisme Environnement, 2011-2012. Cette étude a été réalisée en concertation avec les collectivités, c'est-à-dire qu'on a associé, on avait un petit groupe de travail un petit peu opérationnel avec le directeur d'un syndicat de Scott et 2 directeurs de services d'urbanisme de communes, de telle manière à valider avec eux les différentes phases du cahier des charges de cette étude et voir si concrètement ce sur quoi on a avancé était utile pour eux. Alors, la méthodologie de l'étude. Le bureau d'études nous a proposé de fonctionner en 4 phases. D'abord, d'analyser les contextes types de ripisylve. Donc, ils ont vraiment voulu voir quelle était la configuration des bords de Sorgue. Alors là, vous avez des petits schémas. Ils ont choisi de faire 2 familles. Dans le cas de figure, on a une parcelle riveraine en bord de Sorgue qui est vraiment identifiée, parallèle à la Sorgue. Et puis les cas de figure où il n'y a pas du tout de parcelle riveraine, où au niveau du foncier, on rentre direct sur les parcelles avec des différents usages. Donc ici, on va d'un usage plutôt espace naturel, en vert foncé, donc plutôt bois. En jaune, c'est plutôt les parcelles agricoles avec éventuellement des haies. Et puis là, on est dans du plus urbanisé jusqu'à très urbanisé. Bon, ce contexte-là, avec encore une ripisylve boisée et puis une zone très urbanisée, je ne crois pas qu'on l'ait très souvent trouvé. Voilà, donc ici, on n'a pas de parcelles transversales et puis à peu près le même genre de contexte qui se déroule. Ce qu'ils ont souhaité, c'est d'abord d'analyser les contextes de ripisylve, de recenser les dispositifs du Code de l'urbanisme qui pouvaient aller dans le sens de la préservation des espaces naturels, et puis ensuite de voir comment appliquer les outils existants en fonction des contextes de ripisylve. Donc ils ont fait ce croisement, et ensuite pour déboucher sur des propositions de rédaction réglementaire, donc de rédaction d'article 13 du PLU par exemple, et très concrètement. Voilà. Donc il y a une étude qui est sortie et cette étude a débouché sur un guide méthodologique. Voilà, donc, la préconisation centrale
du bureau d'études, ça a été de dire que pour les sorgues, ce qui était pertinent déjà, c'est d'imaginer qu'on puisse consacrer une bande de 20 mètres de part et d'autre du cours d'eau aux espaces de fonctionnalité des sorgues. Alors c'est vrai qu'on n'a pas panaché, comme l'a présenté tout à l'heure Madame Véron par rapport à l'Arc, on n'a pas pris en compte, ils n'ont pas pris en compte la largeur du cours d'eau et puis un 1,5 du cours d'eau, ça aurait pu être aussi une méthode intéressante. Nous, ce qu'ils nous ont proposé, c'est une bande de 20 mètres en considérant que effectivement, ça devrait s'adapter au contexte, mine de rien. Mais c'était intéressant de démarrer avec cet objectif un petit peu central, un petit peu général. Donc, sachant qu'on pouvait avoir, par exemple, 20 mètres comme ça, sur des parcelles très longues, 20 mètres consacrés à la ripisylve, et puis le reste de la parcelle maintenue dans son usage classique. Alors, les outils du Code de l'urbanisme qui sont ressortis comme étant pertinents pour préserver et gérer les bords de sorgue. Alors, 3 catégories, des outils de protection, des outils d'évitement de l'urbanisation, des outils de projet de zonage. Alors, j'ai mis des petites étoiles parce qu'en fait, bon, pas pour le BC, mais les numéros de code qui nous avaient été conseillés ont changé entre-temps. Voilà, donc, c'est actualisé avec l'ordonnance du 23 septembre 2015. Donc, premier outil de protection, c'est le BC, on en a parlé tout à l'heure, le L131 du Code de l'urbanisme. Deuxième outil de protection, dont moi je n'ai pas entendu parler dans les interventions précédentes, mais qui a vraiment été un petit peu mis en exergue par cette étude, c'est l'article L123, aujourd'hui 1, 5, et puis 3, 2, 3, bon, 5, etc. Celui qui nous intéressait, c'était élément fixe du paysage, donc anciennement 123, 1, 5, 7. Voilà, donc ça c'est un élément, ça s'appelle éléments patrimoniaux et ça permet dans le PLU d'identifier, éventuellement même de cartographier des espaces qui doivent être conservés pour leur caractère architectural, culturel et pour nous écologique, avec la possibilité également dans le PLU de mettre des prescriptions relatives à ces espaces qui seraient identifiés sur une carte du PLU par exemple. Voilà, donc là-dedans, nous, on a trouvé que c'était intéressant parce que c'est moins contraignant que le BC qui nécessite une autorisation chaque fois qu'on veut couper un arbre, etc. Donc, on a beaucoup conseillé aux communes dans l'application d'utiliser cet article 123 et il y a pas mal de communes qui l'ont utilisé, qui ont trouvé que c'était intéressant. Alors là, aujourd'hui, on est un petit peu dans l'expectative parce qu'on vient de voir avec un bureau d'études qui est d'ailleurs présent dans la salle que l'ordonnance du 23 septembre 2015 qui réécrit l'article. Enfin, l'article a été réécrit récemment et en ce qui concerne les préconisations qui découleraient de l'identification de ces espaces paysagers, éléments fixes du paysage, ils disent que pour les espaces boisés, les prescriptions sont celles du 130. Donc du coup, ça viderait de sa substance pour nous le 123, puisque pour nous, c'est surtout pour les éléments boisés que ça nous intéresse. Et du coup, le 123, dans les prescriptions, ça reviendrait à faire de l'EBC, ce qui nous semble un petit peu dommage, mais on attend le retour de juristes sur ces aspects-là. Voilà, donc EBC, éléments fixes du paysage, il y avait aussi les tracés de voies, qui étaient toujours dans le 123, pour des chemins par exemple. Alors, les outils d'évitement de l'urbanisation, là aussi, c'est la préservation de terrains cultivés en zone urbaine. Bon, ça n'a pas été énormément repris dans les PLU qu'on a suivis. Par contre, les prescriptions de recul, ça, on l'a pas mal proposé et ça fonctionne pas mal. Des marges de recul des constructions. Les polygones d'implantation, on l'a pas trop, c'est pas trop ressorti. Ça, c'était plutôt dans les OAP, mais c'est pas trop ressorti. Donc les OAP, les fameuses orientations d'aménagement et de programmation, dans lesquelles on peut, il y a plus de marge de manœuvre. Enfin, il y a un cadre pour pouvoir faire des recommandations. Et puis les secteurs indicés de zone A ou de zone N. Donc ils nous avaient conseillé de l'indicer CO. On peut aussi l'indicer P. Alors CO, c'était pour corridor.
Donc c'est du sous-zonage en fait, c'est-à-dire dans une zone A, faire un sous-zonage A corridor, ou AP pour A préservation, et du coup donner des prescriptions particulières dans le sous-zonage ACO ou NCO. Voilà, donc là, oui, qu'elle avait identifié comme étant trame verte et bleue. Voilà, donc ça, c'est les outils du Code de l'urbanisme qui sont ressortis comme pouvant être proposés comme outils de préservation et de gestion des bords de Sorgue. Alors, cette étude donc, a fait l'objet d'une réunion débat en avril 2012, dans laquelle on a communiqué donc, sur la méthodologie, sur les outils proposés. Le guide a été diffusé à toutes les communes du bassin en 2012 et puis à nouveau en 2015 après les élections municipales aux nouvelles équipes. Et puis le comité syndical a décidé de délibérer pour inviter les communes à associer le syndicat mixte du bassin des Sorgues lors des démarches de planification urbaine. Donc il y a une délibération et il y a un courrier aussi qui a été envoyé. Donc là, je crois que c'est la délibération que je vous ai mis. Et ça, c'est le guide qui s'appelle Analyse des dispositions réglementaires. Donc là, j'étais toujours sur la première phase qui était l'étude. Et parallèlement à l'étude, et puis depuis, on mène aussi ce deuxième volet qui est la participation aux démarches de concertation pour l'élaboration des PLU et des SCOT. Alors sur notre territoire, on a suivi 2 SCOT, le bassin de vie du Grand Avignon et le bassin de vie de Cavaillon-Coustelet, Île-sur-la-Sorgue. On a été associés donc aux démarches. Et puis on a suivi les POS, oui parce qu'il y a eu des révisions de POS. Et les PLU de 12 communes du bassin, sachant qu'il y a des communes pour lesquelles aujourd'hui on suit la révision du PLU sur lequel on a déjà été associé il y a 3 ans, donc on a une certaine antériorité. Alors l'accompagnement, ça consiste, alors les communes nous envoient leurs documents, diagnostic, PADD, OAP, règlement, au fur et à mesure que les bureaux d'études le rédigent. On participe aux réunions des personnes publiques associées. Alors évidemment, on n'est pas personne publique associée, puisqu'on est syndicat intercommunal de gestion de rivière. On a un statut d'organisation compétente, mais on participe aux réunions de PPA. Voilà, avec ce statut-là. Ensuite, évidemment, il y a tout le travail d'échange avec le bureau d'études, des réunions de travail, du transfert d'informations, etc. Des notes techniques. Et puis, à l'issue de l'élaboration des PLU et des SCOT, le bureau du SMBS, donc le comité syndical a délégué sa compétence au bureau pour rédiger des avis. Donc on fait des avis motivés comme font les personnes publiques associées sur les projets de PLU et de SCOT arrêtés. Voilà, donc on doit en être à 14... non, on a fait 12 avis. Et puis, il y a eu aussi la rencontre de commissaires enquêteurs. Alors, les thématiques abordées, c'est plutôt tout ce qui va être trame verte et bleue, biodiversité, corridor, Natura 2000, évidemment, aussi zone humide. Mais il y a tout un volet sur l'inondabilité, gestion du pluvial. Alors, nous, on est dans un contexte où il n'y a pas de PPRI, donc ça ne facilite pas les choses. Il y a quelques cartes d'inondabilité. Voilà, aussi évidemment les thématiques d'entretien des cours d'eau, des canaux, aussi les cheminements en bord de Sorgue, c'est quelque chose qui revient souvent parce qu'il y a beaucoup de velléités de faire découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel qui est la Sorgue, et du coup l'envie surtout avec la thématique trame verte et bleue, de mettre en place des cheminements en bord de Sorgue dans le cadre des PLU. Mais c'est pas si simple que ça par rapport à la préservation du cordon de ripisylve, qui est vraiment relictuel, surtout quand on veut faire du cheminement doux en zone urbaine pour les déplacements doux, pour valoriser un petit peu le paysage. Et puis en zone urbaine, on est sur des espaces naturels qui sont un peu résiduels, donc c'est vrai qu'il y a une certaine concurrence là entre l'enjeu de préservation de la biodiversité et l'enjeu de valorisation, pas touristique, mais au moins en cheminement doux. Alors,
un petit peu, pour faire un petit peu le point sur, ça fait donc depuis 2011 qu'on accompagne les communes sur ces aspects-là. On a acquis une légitimité. Donc il y a 12 communes qui nous ont associés tout au long de leur démarche, jusqu'à l'avis sur leur PLU arrêté. 2 communes qui nous ont consultés pour avis, une fois le PLU arrêté. Et puis une collaboration qui s'affine au fil des révisions. On voit que on a acquis de l'expérience, on a acquis une légitimité, donc les choses sont beaucoup plus fluides aujourd'hui qu'au début. On va plus en profondeur aussi. Là. Alors, les recommandations qui se concrétisent. Je vous disais tout à l'heure l'utilisation de l'article L123.1.5, éléments patrimoniaux, ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Là, je vous ai mis un petit extrait d'un PLU qui a été approuvé en 2013, je crois. Ils ont repris l'idée alors à la fois l'idée des secteurs indicés, là on est en ACO, à la fois la marge de recul des constructions, c'est le trait bleu. Ici, c'est l'article L123.1.5.7, donc protection des éléments paysagers pour la ripisylve. Voilà, donc on a... Il y a aussi de l'EBC sur le secteur, mais là, ils ne l'ont pas mis. Enfin, c'est pas sur l'extrait que j'ai mis. Donc, on voit en fait ici, ce qui est intéressant, et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, c'est que juste faire une marge de recul des constructions, c'est bien, mais ça suffit pas pour préserver la ripisylve. Donc du coup, souvent, on préconise à la fois un zonage, éventuellement un sous-zonage, et aussi une marge de recul, et aussi un article 123.1.5.7 pour vraiment préserver les berges. Voilà. Alors, bon, sur les autres points, j'ai pas d'illustration, hein, mais en termes de recommandations qui se concrétisent, on a récemment une commune qui a décidé de suspendre l'ouverture à l'urbanisation d'une zone parce qu'ils avaient bien compris qu'en fait les enjeux d'inondabilité étaient trop importants. Pourtant c'était marqué à urbaniser, mais ils l'ont vraiment suspendu en disant bon, on réalise qu'il faut des aménagements hydrauliques conséquents, qu'il faut faire des bassins de rétention, et du coup on sursoit. Pour l'instant on n'ouvre pas cette zone à l'urbanisation. Sinon il y a aussi la réécriture des servitudes de passage et d'entretien, parce qu'on a souvent des PLU qui ont des anciennes servitudes où on dit au bord des cours d'eau, 4 mètres pour l'entretien, mais il y a souvent nécessité de réécrire ces servitudes pour faire la distinction entre les cours d'eau. Est-ce qu'on parle de cours d'eau quand on est sur un canal? Il y a les canals principaux, les canals secondaires. Sur la Sorgue, quelquefois 4 mètres, ça ne suffit pas, donc on va décliner en fonction des types de canaux ou des rivières la largeur de la servitude. Il y a aussi la mise en place d'emplacements réservés, hein, donc, notamment tout ce qui concerne le canal de Vaucluse pour les bassins de rétention. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de recommandations qui rentrent vraiment dans les faits, classiquement dans les PLU. Ça avance bien. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, ça c'était parce que la précédente, c'était vraiment une illustration en zone agricole naturelle. Et là, c'est une illustration sur la commune de Vedène, donc dans un secteur vraiment beaucoup plus urbanisé, où, alors on ne voit pas trop là, mais il y a la bande de 10 mètres. Alors là, on est en secteur très urbanisé sur le canal de Vaucluse, et ils ont retenu une bande de 10 mètres pour préserver la ripisylve. Ça, c'est une OAP, par exemple. Alors, il y a des points encore délicats, hein, bien sûr. La Sorgue, elle est classée en site Natura 2000, trame verte et bleue, zone humide, mais comme je disais, elle traverse des centres urbanisés, le centre-ville de 4 communes. Là, on a un extrait du SCOT, où ici, c'est trame verte et bleue, tout simple. Et puis là, ça s'appelle trame verte et bleue en milieu urbain, le petite flèche verte. Et du coup, le SCOT préconise vraiment une attention particulière, enfin en tout cas d'essayer de mettre en place des outils ad hoc quand on est en zone urbaine par rapport à la trame verte et bleue. Voilà, donc en zone urbanisée, il faut continuer de sensibiliser sur les marges de manœuvre parce qu'il y en a des outils mobilisables. Là, on a un exemple d'une commune. Aujourd'hui,
La Sorgue, donc le corridor tram verte et bleu, site Natura 2000, c'est en zone UDI, ici, UC, voilà. Donc nous, on préconise que même dans des zones urbaines denses, on peut sortir la rivière du zonage U, au moins mettre la rivière en zone N, et puis mettre des marges de recul des constructions. Voilà, il y a quand même des marges de manœuvre. C'est beaucoup plus difficile, forcément, c'est difficile, mais c'est pas perdu d'avance. Voilà, même sur les hauteurs et densités, dans certains secteurs, on peut limiter la densité. Voilà. Et en termes de points encore délicats, alors je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, c'est le rapprochement quasiment systématique tram verte bleu, corridor, circulation mode doux. Et du coup, nous, on rappelle souvent que les cheminements piétonniers en bord de Sorgue ne sont pas forcément compatibles avec la préservation de la ripisylve, parce que forcément, si on matérialise un chemin et qu'éventuellement on le sécurise, etc., c'est autant d'arbres qu'il faut couper, c'est des chemins qu'il faut entretenir, donc ce n'est pas forcément compatible avec le maintien de la ripisylve sur une bande de 20 mètres, comme ce qui était préconisé dans l'étude. Par rapport à l'article 123, éléments paysagers, là, c'est pas que c'est un point délicat, mais c'est un point où il faut vraiment voir au cas par cas. Parce qu'autant en secteur naturel, vraiment naturel, 20 mètres, ça ne va pas poser problème, mais dès qu'on est déjà en secteur agricole et que... alors si la ripisylve est déjà à 20 mètres, ça ne pose pas de souci. Les agriculteurs ont l'habitude, s'ils l'ont préservé comme ça, c'est que ça fonctionnait comme ça. Maintenant, on a des secteurs où on n'a que 5 mètres de ripisylve, et puis on va préconiser 20 mètres, et là c'est un petit peu difficile parce que ça fait 15 mètres qui sont soustraits à l'activité économique. Voilà, donc c'est au cas par cas. Il y a des communes où ça passe. Hein. Là, tout à l'heure, je vous ai montré un exemple de commune où ils ont mis 20 mètres, même en zone agricole. Il y a d'autres communes où on adapte, où il reste à 10 mètres ou 15 mètres. Enfin voilà, c'est à voir au cas par cas. Eh ben, j'ai terminé. Je vous remercie. Juste pour vous préciser, le guide, il est téléchargeable sur notre site internet lasorgue.com à l'espace téléchargement.